Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer. Un Rural Hammer qui s'adapte un petit peu à l'actualité foisonnante de ce mois de décembre, de cette période de Noël 2024. À vrai dire, je vous avais dit, ok, la rubrique Gazette, ce sera à peu près tous les 2, voire 3 mois. Mais là, en vérité, l'actualité est telle que j'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, je ressens ce besoin au plus profond de moi. Donc c'est parti, je vous propose une petite gazette spéciale de l'Avent 2024 qui sera probablement en 2 ou 3 parties. Il y a tellement de choses à dire que Game Workshop m'offre sur un plateau des sujets d'émission. Donc, on y va, c'est le spécial Noël, le calendrier de l'Avent Game Workshop est là, il est là maintenant depuis 10 jours. À l'heure où je fais l'andouille derrière mon micro, nous sommes le 10 décembre et il y a eu déjà énormément de choses à découvrir. Alors, il y avait de ma part, donc suite à l'annonce de ce calendrier de l'Avent qui nous disait clairement que tout le monde aurait un nouveau détachement, il y aura des nouvelles règles, probablement une data slate, une énième data slate dans la foulée. Alors, tout le monde se réjouit, mais moi, dans mon petit cœur de wargamer, je me dis, ça, c'est potentielle source d'emmerde. Et quand je dis emmerde, je parle surtout de détachements qui n'auront pas été bêta-testés convenablement et de grosses suspicions sur une éventuelle course à la puissance telle que nous l'avions connue en V9. À vrai dire, la chose a déjà été amorcée. Lorsque je vous parlais de la V10, dans l'émission un petit peu anniversaire de la V10, au bout de 1 an, je pointais déjà du doigt certains mécanismes qui commençaient à devenir redondants. En tout début de V10, on s'apercevait que désormais la principale source de létalité du jeu, qui est quelque part le grand fléau du jeu, c'est sa létalité, qu'on essaie toujours de tempérer quand nous autres, entre joueurs narratifs, on est toujours dans la débrouille à essayer d'aligner une liste qui ne fasse pas trop mal, c'est un peu notre quotidien. Cette létalité, elle s'incarne dans les mots-clés. Ces mots-clés, honnêtement, au début du jeu, donc Codex, Space Marine, Tyrannide, etc., nous les voyons, mais de manière assez ponctuelle, assez raréfiée. Donc les létales, les sustain, devastating wounds, etc. Depuis, nous avons eu des règles où, maintenant c'est toute l'armée qui a létal. Bon, déjà ce cap-là a été passé en quelques mois. On s'est retrouvé avec des armées entières qui avaient le létal, le sustain. Donc les custodes, les taux par exemple. Et on commence à voir revenir des mécanismes qui nous gonflent. Je ne sais pas si vous avez déjà affronté les taux, mais alors de mémoire c'est le détachement Monka. Quand vous jouez à 3000 points et que l'armée entière devant vous a le mot-clé létal, putain, votre phase de tir, elle devient pénible, la létalité est redevenue délirante. Voilà, un joueur tôt en Monka sur une armée entière et son létal, là, pendant 3 tours, mais des jets de touches critiques, il va en faire 120, quoi. Plus d'une centaine de fois, il va vous blesser automatiquement. Et ça, c'est le genre de truc qu'on aurait préféré voir cantonné à certains usages ou à certaines élites. Là, on a ça sur toutes des armées en même temps. Et depuis, en fait, ça s'est complètement démocratisé, ce truc-là. On trouve beaucoup de détachements qui nous disent « Ouais, létal sur tout le monde, allez, tournée générale ». Bref, moi, il y avait quand même cette inquiétude-là. Qui naissait en moi, c'est ok, les mots-clés hyper impactants, on va les voir partout, de plus en plus, et je me rappelais de la V9 et de ces souvenirs assez douloureux où des mots-clés terribles comme le Fight Last ou l'ignore un vu ont commencé à les voir partout, alors qu'on aurait préféré les voir cantonnés à usage exceptionnel. Donc, cette salve de Noël, de nouveaux détachements, est-ce qu'elle sombre là-dedans ? Je vais un peu nuancer mes propos. Honnêtement, ce n'est pas vraiment le cas. À vrai dire,
tout le monde y trouvera son compte. Du méta chaser le plus sérieux au joueur le plus narratif, je pense que là, Game Workshop, quelque part, fait l'effort de satisfaire tout le monde. Et voilà, c'est difficile de porter un jugement définitif. C'est une certitude que ces nouveaux détachements n'ont pas été testés de manière sérieuse. Je veux dire, les délais sont beaucoup trop courts, hein. La dernière data slate date d'il y a 6 mois. Là, les mecs nous proposent 30 détachements. Faut pas s'imaginer que le truc a été play-testé des heures et des heures durant. Ça ne me paraît pas possible. Bon, commençons un petit peu cette liste, ce petit calendrier de l'Avent. Alors, dès le jour 1, alors là, jour 1, Game Workshop, moi, me fait le plus beau cadeau possible avec un nouveau détachement d'Esgard. Et là, on peut parler de, on peut parler de karma, parce que ce nouveau détachement, il répond intégralement à la liste que moi j'avais prévu de jouer à Warhammer 40 000. Je vous en ai parlé dans le C'est notre projet Terminus Est. À vrai dire, je construis ma Death Guard suivant 3 détachements boarding action, mais également en ligne de mire, naturellement, il y a le projet d'une armée entière de 3000 points. Je vous en ai pas trop parlé à l'époque, comment j'avais construit cette liste à Warhammer 40 000 standard. Cette liste, je la voyais tout simplement comme une horde d'infanterie avec de gros partis pris à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je refusais de jouer le moindre Rhino ni le moindre Plague Burst Crawler. Je ne voulais pas beaucoup de blindés, hormis une petite cohorte de tondeuses. Donc j'en avais 3 de chaque type. Donc un total de 6 tondeuses. C'est quand même énorme. Donc mon idée de liste, c'était ça. C'était mes 6 tondeuses, une horde d'infanterie, 60 Poxwalkers, 30 cultistes, 30 marines de la peste et 10 Blightlords, par exemple. Donc vraiment une couverture de map terrible, et en guise de grand chef, voilà, un prince démon et éventuellement un petit Mortarion pour les grandes occasions, et les quelques personnages indispensables à toute liste Death Guard qui se respecte. Et donc, cette liste à jouer, naturellement, elle souffrait de carences évidentes, hein. L'absence de Rhino, faut le porter, ce choix-là, hein, avec des troupes qui se meuvent lentement. Eh bien, ce nouveau détachement, il répond intégralement à ma vision de la Death Guard. Alors, la première fois que je l'ai lu, c'était vraiment avec des étincelles dans les yeux, parce que toutes les règles répondent à ce que j'avais en tête. Déjà, la règle de détachement, c'est que ça va vous donner à toute votre infanterie le mot-clé discrétion, sauf si elles sont embarquées dans des transports. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai à la fois le mot-clé discrétion et le mot-clé scout, donc avant-garde de 5 pouces. C'est-à-dire, quelle meilleure règle pour la liste que moi j'avais en tête. Mon immensité de marais d'infanterie va à la fois être mieux protégée et va plus se projeter sur la table. Alors, c'est tout à fait génial. Donc ça, en termes de lore, ça illustre le fait que la Death Guard avance dans une espèce de nuée de brouillard infectieux qui les rend difficilement visibles, hein, difficilement discernables. Donc là, d'office, j'ai en tête mes 60 POX qui vont faire de l'avant-garde, qui vont être protégés. Donc voilà, tour 2, je suis en plein No Man's Land, les gars. Va falloir un peu me déblayer tout ça. Donc ma cohorte de zombies profite de cette règle absolument idéal. Et ensuite, en termes de règles, eh bien, on va trouver plein de trucs, quoi. Vous allez pouvoir avoir accès, par exemple, à un -1 bless sur une unité d'infanterie dès lors qu'elle se trouve à proximité d'une petite tondeuse méphitique. Donc là, encore une fois, Game Workshop répond à tout ce que j'avais en tête. Moi, mes cohortes de Death Guard, c'est simple, je les voyais comme telles. Donc un écran géant de zombies, de merdeux, de cultistes et des phalanges de Marines de la peste appuyées chacune par une petite tondeuse. Voilà, Game Workshop m'offre sur un plateau tartiné de pu les meilleures règles du monde. Ensuite, pêle-mêle, on va trouver des petits tricks qui vont également optimiser nos mouvements. On va trouver par exemple un pile-in ou une consolidation de 6 pouces au lieu de 3. Donc ça encore, en Death Guard, c'est immensément précieux.
toujours la projection mise en avant et également, eh bien des petits strats, d'optimisation, mais plutôt, dédiés au tir. On va trouver des rerolls, par exemple, des rerolls de hit, hein, c'est assez inédit en Death Guard. Nous n'en avions pas. On va trouver également un strat de corps à corps qui s'appelle Enervating Onslaught qui va vous permettre de distribuer des BM avec n'importe laquelle de vos unités d'infanterie. Donc c'est un genre de tank choc d'infanterie. Et donc on peut imaginer bien qu'un pack de 20 Poxwalker, vous rentrez en contact avec l'adversaire, vous allez jeter 20 dés et sur un 4+, vous faites des mortels. Donc c'est quand même très très puissant. Les Poxwalker ne feront plus rire beaucoup de gens. Donc il y a également un strat mais énorme où toutes vos armes de tir vont gagner le mot-clé Pistols. Putain, c'est particulièrement énervé, hein. Je pense à, par exemple, une grosse enclume de Blight Lords ou unité de Marines de la Peste très profilé tir, avec par exemple des lance-flammes, des plasmas. Vous êtes engagé au corps à corps, et bah bam, un gros tir au corps à corps avec des lance-flammes, des plasmas et tout. Mais putain, ça fait rigoler personne. C'est très très puissant. En gros, ce détachement, mais pour moi, c'est un détachement de rêve, quoi. Bon, je n'en jouerai absolument aucun autre. Cette marée d'infanterie infectieuse, elle est tout simplement énorme. Donc là, on est vraiment dans des règles plus axées narratifs. On perd en puissance, quoi, clairement par rapport à l'index. Mais or, moi, cet index, je le trouvais beaucoup trop fort, notamment lorsqu'on s'amusait à ajouter à nos auras de contagion un bonus de PA, par exemple. C'était vraiment la grosse tartinade. Honnêtement, dans le gameplay pur et dur, et surtout le plaisir de jeu, je trouve ce nouveau détachement immensément supérieur. L'index Death Guard n'était pas mauvais, bien au contraire, mais disons qu'il était permissif sur certains types de listes. On pouvait jouer, par exemple, et c'est ce qu'on a vu beaucoup, par exemple, des listes de Death Guard en mode parking, avec des bombardiers de partout, des rhinos de partout. Moi, ce n'est pas l'idée que j'ai du jeu Death Guard, et là, mon choix est très vite fait. Ce nouveau détachement est un vrai cadeau de Noël, et donc c'était jour 1. Donc pour moi, Game Workshop a tapé vraiment fort avec celui-ci. Est-ce que j'en trouverai un qui me satisfasse plus ? Honnêtement, j'en doute, celui-là, mais quel bonheur, quel bonheur. Je vais pouvoir sortir ma liste telle que je l'ai rêvée, telle que je l'ai conceptualisée. Idem, l'usage de mon petit prince démon qui est unanimement boudé par la méta et compagnie. Mon prince démon qui va donner un feel no pain en aura autour de lui. Tout ceci cumulé avec le mot-clé discrétion, oh, moi ça me paraît très jouable quand même. Ça nous donne des choses vraiment intéressantes. Du côté des améliorations, on trouve des trucs très sympas également. À vrai dire, tout est vraiment pensé dans cet esprit de marée grouillante, complètement englué dans la maladie. Il y a un truc énorme, c'est que vous pouvez donner une amélioration à un personnage qui donne à la fin de chaque phase, le porteur regagne tous ses points de vie. Alors ce truc, putain, ça coûte 10 points. Vous mettez ça sur un Lord of Virulence ou un Lord of Contagion, putain, mais c'est l'enfer, quoi. Le mec regagne tous ses points de vie, quoi. Il est infiniment revigoré par les maladies qu'il porte. Bref, coup de cœur total pour ce détachement Death Guard. Pour moi, c'est le meilleur du monde, hein, parce qu'il répond vraiment à ce que j'avais en tête. Donc, on peut un peu parler de karma sur ce coup-là. Game Workshop me fait un sacré cadeau, donc ça a commencé très fort. Ensuite, jour 2, nous avons trouvé un nouveau détachement Dark Angel, donc le Lion Blade Task Force, qui met l'accent sur la coordination qui existe militairement entre la Deathwing et la Ravenwing. Donc je vais pas faire le détail de tout dans cette émission, je me suis un peu attardé sur le Death Guard tellement il m'a plu, mais ce détachement, il est très sympa, je le trouve vraiment très bon. À vrai dire, son seul gros défaut, ce sont les figurines de la Ravenwing. On en a parlé à l'époque dans l'émission Dark Angel. La Ravenwing demeure dans son petit bain Firstborn. Donc je pense que ce détachement, il s'adresse aux gars qui ont déjà une collection conséquente de figurines Ravenwing. Et donc là, ils vont se faire plaisir. Donc on avait déjà un détachement Ravenwing très cool. Moi, je l'aimais bien. On a un détachement Deathwing très cool également, qui est devenu encore plus cool depuis qu'ils ont un peu revisité certaines datasheets, notamment les chevaliers de la Deathwing qui actuellement sont vraiment
parmi les unités les plus redoutables du jeu. Donc on avait déjà 2 détachements dédiés très bons, et bien celui-ci, il vous permet de faire la jonction et c'est vraiment très cool. Ça introduit un gameplay vraiment particulier. En gros, le but du jeu, ça va être d'impacter rapidement avec la Ravenwing pour aller au contact au corps à corps. Une fois que vous êtes engagé avec l'ennemi avec votre Ravenwing, votre Deathwing qui va soit débarquer d'un transport, soit débarquer de frappe en profondeur, eh bien, va avoir accès à des bonus pas négligeables, comme par exemple 1+2 en charge. Donc là, on imagine très bien que lorsqu'on débarque de frappe en profondeur, ça nous donne accès à de la charge à 7, ce qui est vraiment assez game breaker en termes de jeu, avec une petite reroll éventuellement. La charge à 9, on avait toujours peur de la faire. Ici, à 7, on se dit, putain, ça commence à valoir le coup. Et en fait, une fois que l'ennemi est englué, avec cette Ravenwing et cette Deathwing, potentiellement, elle va avoir des malus dès lors qu'elle va vouloir battre en retraite, par exemple. Donc, on a un gameplay vraiment particulier, et à vrai dire, tout est fait pour vous aider un petit peu, et on trouve un nouveau stratagème, par exemple, qu'on va voir plusieurs fois dans cette émission, qui va permettre à votre Ravenwing de traverser les décors. C'est-à-dire que les mecs, ils défoncent tout. Ils foncent à travers les murs avec leur moto. Donc ça va vous permettre d'impacter plus vite. Naturellement, les motos sont un petit peu difficiles à jouer parce qu'elles n'ont pas le mot-clé infanterie, donc elles doivent un peu slalomer entre les décors, rallongeant naturellement vos distances de parcours, de charge, etc. Donc là, vous avez quand même les cartes en main pour pouvoir impacter rapidement, et ensuite, votre Deathwing va prendre le relais. Et donc, en tout cas, on est à 100% sur un gameplay conditionnel. C'est-à-dire que pour que votre Deathwing arrache des culs, il faut que votre Ravenwing soit en engagement. Et en tout cas, une fois que ça se fait, eh bien là, ça devient potentiellement terrifiant, parce que votre Deathwing, là, elle va avoir accès à des bonus d'attrition qui déconnent pas du tout. On parle de plus un bless, on parle de, par exemple, d'une charge bonus pendant la phase de charge adverse. Donc ça, c'est une mécanique de jeu originale, c'est-à-dire que, ok, votre ennemi déclare une charge sur une de vos unités. Si vous avez une unité Deathwing qui traîne à 6 pouces, eh bien, vous allez pouvoir charger dans la phase de charge adverse. Donc ça, c'est un nouveau type de gameplay qui est vraiment intéressant, qui va nous encourager bien à bosser nos placements au maximum. Tout ça, c'est vraiment très cool. Donc on est vraiment sur un petit gameplay à la fois narratif, et qui, si les planètes s'alignent, si vous avez bien bossé vos placements, eh bien, va potentiellement faire des ravages, et donc vos escouades de Terminator Deathwing, elles vont devenir tout à fait effrayantes, quoi. Donc on peut imaginer le truc comme une espèce de rouleau compresseur où votre Ravenwing se projette, impact, ensuite votre Deathwing prend le relais, votre Ravenwing bat en retraite pour aller impacter ailleurs, et ainsi de suite. On a quand même des idées de liste assez malades là-dessus. Donc des unités de Ravenwing, il va vous en falloir un maximum pour multiplier bien les impacts potentiels, et le reste, ce sera naturellement du full Terminator. L'usage de transport peut être également assez cool, donc on peut partir sur un mix, par exemple, de charge en débarquant de Land Rider plus frappe en profondeur. En tout cas, tout ça, mis bout à bout, ça nous donne une liste, mais sexy comme l'enfer, hein. Blanche et noire. Voilà, c'est vraiment très très bon, quoi. On peut s'amuser naturellement à convertir notre Ravenwing à partir des kits plus actuels Outrider. Néanmoins, je pense que tout ceci finira par sortir. En tout cas, gardons espoir que ce détachement perdure, quoi, que ce type de gameplay perdure à l'avenir. Et si à l'avenir on nous sort une gamme entière de Ravenwing sexy as fuck, alors là, on va se faire plaisir. Bref, pour moi, encore un très très bon détachement, je trouve, qui varie immensément le plaisir de jeu. Alors, jour 3, on nous annonce un détachement spécialisé en guerrier tyrannide, le Warrior Bioform Onslaught. Alors là, pour moi, c'est le premier gros point noir de ce calendrier de l'Avent.
Ce détachement, donc, il est centré sur les guerriers tyrannides. Les règles sont écrites de telle manière que des guerriers tyrannides, eh bien, vous allez vouloir en avoir un maximum, parce que de toute manière, ils gagnent le mot-clé Battle Line, donc ça devient votre troupe de base. Donc vous avez accès à 6 escouades. Et à vrai dire, 6 escouades de chaque, hein, parce que des guerriers tyrannides, ils existent sous 2 formes. Une typée tir, une typée corps à corps. Donc là, d'office, en vrai, ce détachement, il vous dit ça. Jouez un maximum de guerriers tyrannides. Et il va faire de ces 16 squads de guerriers tyrannides un truc horrible. C'est que le détachement leur accorde absolument tout. À la fois une invue à 5, un objectif contrôle de 3, des améliorations de personnages qui vont les leader, qui vont leur donner tous les bonus du monde, le plus un hit, le mot-clé discrétion, l'accès à l'advance et charge. Bref, tout est fait pour rendre vos guerriers tyrannides absolument affreux. Et bah, d'une part, ils sont affreux, et d'autre part, le détachement vous encourage à les spammer. Donc tout ça, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne 12 escouades de 6 guerriers tyrannides. Et le truc devient horrible. Donc là, je pense qu'on parle d'un détachement fait pour être un rouleau compresseur de tournoi. C'est simple, vous avez accès à absolument toutes les règles du jeu. Vous avez des rerolls de partout. Vous avez des optimisations de tir. Voilà, on va ajouter plus 2 en force à nos armes de tir. Vous pouvez faire repopper des guerriers tyrannides. Ça aussi, c'est affreux. Ça raccourcit vos distances de charge. Vous avez du sticky objo pour pouvoir tout simplement foncer vers l'adversaire tout en conservant votre control map, et vous avez accès à du ignore cover. Vous avez accès à des mécaniques de jeu assez horribles, et à vrai dire, ce détachement est pour moi absolument inintéressant. Déjà en termes de modélisme, mais vraiment, qui a envie de monter, c'est 72 guerriers tyrannides à peu près. Voilà, qui a envie de ça, et surtout qui a envie d'affronter ça? Là, vous avez une marée de points de vie avec des grosses endurances, avec une invue, avec un OC délirant, avec des mécanismes de jeu qui lui permettent en fait de faire face à n'importe quelle menace. C'est inintéressant. Je pense que ce truc, on va le voir gagner des tournois. Et ouais, bravo les mecs, vous gagnez un tournoi avec des règles ennuyeuses et des règles pétées. Donc après, voilà, je pense qu'il est possible de construire quand même une liste sympa à partir de ce détachement-là. Si on reste cantonné à, par exemple, l'usage de 30 ou 40 guerriers tyrannides, et qu'on met à côté des gros monstres ou des organismes plus petits pour écanter, on peut tout simplement avoir un gameplay sympa. Néanmoins, ce n'est pas ce que les règles nous encouragent à faire. On aurait voulu voir d'autres formes de synergie, par exemple avec des termagants, quoi. Pourquoi pas avoir un ou deux stratagèmes qui se concentraient sur des choses autres que les guerriers tyrannides. En tout cas, la thématique est respectée, hein. Là, vous avez une armée entière de guerriers tyrannides qui est un véritable rouleau compresseur. Bref, celui-là, pour moi, assez inintéressant, parce que tout simplement, il implique la construction d'une liste ennuyeuse comme tout. Ensuite, nous avons un détachement Thousand Suns, donc le X-Warp Thrall Band, qui est plutôt cool en fait dans son écriture. Donc là, je suis un peu en demi-teinte parce que les règles, je les trouve très cool, très bien écrites. Elles insistent tout simplement sur le côté magique d'une armée de Thousand Suns. Une armée de Thousand Suns, elle est tout simplement à l'image du détachement Death Guard, qui est vraiment dans une espèce de buée informe de maladies qui avancent vers toi, tu les vois pas bien et tout. Ici, on retrouve un petit peu le même esprit, c'est d'une armée entière qui est portée par des vents de magie. Des vents de magie qui vont les rendre plus difficiles à saisir et qui vont également porter leur létalité. Des salves de bolters prises dans un vent de magie, ça va les rendre plus impactantes. Donc,
Les mécaniques sont intéressantes. Ça va mettre en place un système d'occupation de terrain. C'est-à-dire que le flow of magic va se manifester de manière différente suivant votre control map. Plus vous allez vous déployer sur la carte, plus ces vents de magie vont être forts. Ça va vous permettre de reroll des blesses ou carrément d'avoir accès à du plus 1 bless. Donc là, un plus 1 bless, dès lors qu'on parle d'armées plus spécialisées en tir, ça déconne pas trop. Donc je vais pas faire le détail de tout, mais en gros, tout est bien écrit. Le seul ennui, c'est que ces règles s'articulent principalement autour des personnages. Et à vrai dire, dans l'index Thousand Sons, c'était déjà le cas. Et c'est pour ça que les listes Thousand Sons avaient tendance à regrouper un maximum de personnages, des sorciers sur disque. Il y avait même des sorciers du côté des Zangor, par exemple. Donc on avait du gros spam de personnages, des personnages qui étaient devenus assez chers en points, qui plus est. Bah, à vrai dire, en termes de construction de liste, ce nouveau détachement, il ne change pas vraiment. On va peut-être voir revenir plus de Terminator, du Scarabée occulte, parce qu'ils ont des règles qui s'adressent clairement à eux. Mais en vrai, dans le list building, on va retrouver le même ADN, quoi. On va retrouver vraiment le même ADN. C'est vrai que moi, les listes Thousand Sons, en général, je les trouve très ennuyeuses. Déjà, elles n'ont pas accès à énormément de datasheets, ces forces Thousand Sons, mais les listes, disons, les plus efficaces avaient tendance à carrément diviser ce nombre de datasheets par 2. Donc on trouvait beaucoup de persos, beaucoup de rubriques, et à vrai dire, pas grand chose d'autre. Évidemment, Magnus, la Mutalite à Vortex, etc. Mais voilà, c'était pas les listes, franchement, il y avait rien sur table, quoi, en termes de variété. On était sur un truc un peu tristoun. Et malheureusement, je ne vois pas ce nouveau détachement évoluer en la matière. Donc, je trouve ça un petit peu décevant. On aurait voulu des listes Thousand Sons qui changent un peu de visage, qui se réinventent un petit peu. Mais à vrai dire, il n'y a pas 36 manières de se réinventer parce que les datasheets sont en nombre très limité. C'est vrai que le Thousand Sons, pour moi, il aurait bien besoin de quelques nouveautés. Il y a des rumeurs en ce moment qui circulent, comme la réapparition de marcheurs Thousand Sons. Je vous renvoie à la gamme Horus Heresy, où les Thousand Sons ont accès à des marcheurs de toute beauté. Peut-être que ces trucs-là reviendront. En tout cas, moi, je le souhaite vraiment. C'est simple, à chaque fois que j'ai affronté les Thousand Sons, perso, je m'ennuyais un petit peu. C'était moins un cauchemar qu'en V9. En V9, le Thousand Sons, il était infect. C'est-à-dire, vous subissiez une phase psy, mais à rallonge. C'était vraiment une tempête de blessures mortelles. Et suite à ça, bim, la phase de tir. Et là, on était vraiment... on resubissait la phase de tir juste derrière la phase de psy. Désormais, en termes de jeu, on a quand même plus d'interactions possibles au sein des mêmes phases. La phase de psy n'existe plus. Elle est intégrée à la phase de tir. Mais néanmoins, l'esprit, je trouve, il est encore là. C'est, ouais, ok, du psy, du tir, en veux-tu, en voilà. Plein de personnages qui font des sorts. Bon, c'était pas ouf. En tout cas, moi, ce nouveau détachement, il me paraît quand même plus frais que l'index. Je pense qu'il est plus agréable à jouer. Mais en termes de construction de liste, il va pas vraiment changer beaucoup la donne. Bon, mention quand même honorable parce qu'il va permettre aux joueurs Thousand Sons de varier un petit peu leur liste et leur gameplay. Donc ça, c'est toujours très bon à prendre. En tout cas, bien, mais pas top. Ensuite, on trouve un nouveau détachement Mechanicus, qui a dû faire immensément plaisir aux joueurs de ce codex. Donc, qui avait un codex très moyen, un peu à l'image, voilà, du codex Custo et tout. C'était pas forcément des questions de puissance, c'était une question de saveur. On voyait même, en fait, dans ces règles, des formes de non-sens. Dès lors qu'on jetait notre dévolu, par exemple, sur la Legio Cybernetica, les règles étaient pas écrites de manière à réellement profiter de nos unités cybernétiques. Donc c'était un peu dommage. C'était un peu un codex à trous. Il y avait 1 ou 2 détachements qui étaient vraiment sympas, mais voilà, le tout pêchait un petit peu par des règles qui semblaient écrites à la va-vite. Là, désormais, je pense que ce nouveau détachement, donc le Halos Creed Battleclade, il va devenir le détachement star de l'Adeptus Mechanicus. En fait, il vous offre à la fois des règles
très fluff, très narrative, mais également un gros recours à des mécaniques de puissance. Donc là, je vais pas m'attarder dessus tout simplement parce que le Mechanicus, c'est un codex très très fouillis, très très en détail. Il est extrêmement complexe et à vrai dire, ce nouveau détachement, il rajoute une couche de complexité à tout ça. En termes de lore, on joue un peu sur le côté nosphérique. Donc la nosphère, donc là on est complètement dans le Moyen-Âge technologique, c'est-à-dire que certaines unités vont pouvoir déléguer des ordres en code binaire qu'ils vont transmettre d'une unité à l'autre, vous savez, avec leur petit cliquetis là. Donc on retrouve cette espèce, en fait c'est une espèce d'esprit de la ruche version Mechanicus. Donc les joueurs Mechanicus connaissent ça par cœur. Et je pense qu'ils sont bien contents de retrouver incarner véritablement cette petite mécanique de communication sur le champ de bataille. Donc là, ça typiquement en termes de gameplay, ça veut dire que suivant le format de bataille auquel vous jouez, par exemple à 2000 points, eh bien vous allez pouvoir faire profiter deux unités de certains bonus. Et donc les bonus sont nombreux et variés. Ça va de bonus de mouvement de 2 pouces à des bonus d'endurance, à l'accès à une advance et charge, ou également l'accès à un mot-clé discrétion. Donc ces deux unités qui reçoivent ces ordres spéciaux, les stratagèmes et les améliorations vont pouvoir vous donner une forme de multipotentialité, c'est-à-dire que des unités qui potentiellement n'y avaient pas droit ce tour-là vont quand même pouvoir y avoir accès. En gros, on retrouve une mécanique de flexibilité totale au sein de ce nouveau détachement Mechanicus, mais immensément touffu. Le truc, et là c'est un peu une crainte que j'ai, c'est que en fait Game Workshop c'est tellement merdé avec ce codex Mechanicus que là, voilà, il y a le sentiment de leur faire un gros cadeau. Et je me demande bien si ce cadeau n'est pas un peu trop gros, parce que quand on regarde les stratagèmes, les gars, on trouve des trucs mais horribles, par exemple du critical hit sur du 5. Donc on a encore une fois accès à des rerolls. On a accès à des unités qui vont pouvoir débarquer d'un transport et quand même charger après que ce transport ait avancé. Du désengage, tir et charge, enfin bref, en gros, on a toutes les règles du monde et il y a des trucs qui potentiellement paraissent mais extrêmement dangereux. Quand tu lis le strat Neural Overload, tu te dis, mais putain, quoi qu'il y ait en face, ça jump, quoi. Donc bref, le Mechanicus a accès à tous les outils du monde et je pense que dans ce calendrier de l'Avent, pour l'instant, c'est celui-ci qui va demander, à mon avis, le plus de recherche en list building. Mais ça, j'en mets ma main à couper, c'est qu'on va voir sortir des listes, mais d'une puissance effrayante avec ce détachement-là. Je pense, voilà, tout est là, en fait. Tout est là. Les unités Mechanicus, elles sont pas bien chères en points. On va se retrouver avec des unités qui vont avoir un impact gigantesque sur le terrain de bataille. Donc là, je ne suis pas expert en la matière pour pouvoir vous dire ce qui va être pété ou pas, mais à mon sens, là, de ce que je lis entre les lignes, il va forcément y avoir 2-3 mécaniques vraiment super pétées dans ce codex. Là, ça me paraît évident. Voilà, un transport qui avance, l'unité qui désembarque, qui peut quand même charger, qui a accès à un advance et charge. Là, on parle de distance couverte voilà, de plus de 20 pouces. C'est absolument énorme. Donc bref, un détachement là qui, à mon sens, est un gros cadeau aux joueurs du Mechanicus. Je pense qu'ils vont être ravis, mais néanmoins, attention à la course à la puissance. Ne tombez pas dans ce piège, à moins que vous ne jouiez en tournant, évidemment, mais ne tombez pas dans ce piège de la liste affreuse, parce que je pense que ce détachement vous l'offre quand même assez facilement. Mais néanmoins, il va quand même falloir un petit peu réfléchir. C'est des matheux chez les adeptes du culte de Mars. Les matheux, ici, ils vont se donner à cœur joie pour nous construire des listes horribles. Partons maintenant ensuite en terre Necron avec le détachement Starchatter Arsenal, qui est un détachement axé véhicule. Là, franchement, pareil, en termes de qualité d'écriture, on est au top, je trouve. Le truc est vraiment très bien écrit, mais là encore, on se demande, putain, est-ce que c'est pas trop puissant tout ça ? Parce que là, vos véhicules Necron,
Encore une fois, en fait, c'est une forme de cadeau, quoi. Ils ont accès à tout. Ils vont pouvoir, comme la Ravenwing, passer à travers les décors. Ils vont pouvoir accéder à du -1 bless. Donc je rappelle, les véhicules Necron, principalement les barges, hein, ces grandes barges, ces grands véhicules, ils ont déjà des invus, ces mecs-là. Donc ils pêchent un peu, les véhicules Necron en général pêchent un peu par des endurances plus faibles que la normale, plus faibles que par exemple des profils Space Marine. Bah là, voilà, on leur fait déjà le cadeau d'avoir accès à un -1 bless, hein. Donc on n'oublie pas non plus que le roi silencieux est considéré comme étant un véhicule, donc toutes les stratégies auxquelles vous avez accès là, le roi silencieux va pouvoir en profiter. Donc voir un silencieux traverser une ruine et ensuite te charger, bon, ça, je pense que personne ne sera heureux de se prendre ça dans la gueule. Et également, on va avoir accès à des mécaniques de soins un petit peu optimisées. Donc vos véhicules vont pouvoir en plus se faire soigner plus efficacement. Donc le truc a absolument accès à toutes les règles du monde. Les véhicules Necron deviennent potentiellement très 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 puissants. La règle de base de tous ces véhicules, ça va être d'avoir un +1 hit dès lors qu'elles ciblent des unités sur des objectifs. Donc ça tombe bien, c'est ce qui va nous arriver 90% du temps. Il y a une amélioration que vous allez pouvoir mettre sur une barge de commandement qui va vous donner le même type d'aura que celle du roi silencieux. Donc c'est-à-dire une reroll des 1 à la touche, à la blesse. Donc là, putain, on se dit, ok, j'ai un véhicule Necron, il traverse les murs, il est dans une aura, il va toucher à 2 reroll, il va blesser parfois à 2 reroll. Quand il va se faire taper dessus, on va lui mettre un -1 bless. Enfin, tu te dis, oh putain, ça commence à être beaucoup. Dans le détachement, on trouve également accès à de l'ignore cover. On va avoir accès à une réduction de dégâts de 1 via une amélioration. On se dit, putain, attends, mais le truc là, c'est assez énorme, hein. Donc là, le type de liste, il est tout trouvé. Je pense que le roi silencieux, voilà, même si c'est surpuissant, évidemment, on va avoir envie de le jouer parce que ce détachement lui parle intégralement. On va avoir envie de jouer naturellement des barges de bataille et également des transports de troupes, hein, parce que ces transports de troupes qui peuvent potentiellement traverser les murs, on sera bien content d'en faire débarquer 10 guerriers Necron qui vont faire des volées de tir à courte portée. Donc on se dit, tout ça cumulé peut potentiellement devenir infernal. Là, je pense qu'on est en pleine course à la puissance, mais néanmoins, pas de jugement définitif pour l'instant, parce que derrière tout ça, on va avoir une data slate, probablement un rééquilibrage des coûts en points. Là, c'est vrai que les véhicules Necron, dans un détachement pareil, clairement, ils méritent un plus 20%, quoi, parce que chacun d'entre eux peut devenir potentiellement une menace assez dingue. Néanmoins, je trouve le truc très bien écrit. Ça a l'air vraiment fun à jouer. J'espère juste que les coups en points suivront. En tout cas, sur table, là, pouf, le roi silencieux accompagné de tout un tas de véhicules, de barges de commandement, de barges d'annihilation, avec quelques grosses araignées et des transports de phalanges de guerriers Necron. Putain, ça sur table, ça a de l'allure et on a tout à fait envie d'y jouer et pourquoi pas de l'affronter si c'est pas trop horrible. Passons ensuite au détachement Custodes, qui est tout à fait dans le même esprit. Ça s'appelle Solar Spearhead et ça va concerner des hostes de Custodes orientés véhicules et plus particulièrement les marcheurs. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente qui s'appelait Reliques custodiennes. J'insistais sur le fait que toutes les unités Forge World ajoutaient du fun à vos listes custo, vraiment une grande variété, une grande richesse de gameplay, mais que néanmoins les règles en l'état ne permettaient pas de les jouer efficacement et donc on avait des Dreadnoughts qui malheureusement n'avançaient que de 6 pouces et avait bien du mal à aller impacter au corps à corps, le tout avec des coups en points qui n'étaient pas vraiment adaptés. Donc là, pareil, on est encore sur une forme de cadeau. Ce détachement axé marcheurs et véhicules custodiens va répondre à tous les problèmes auxquels nous faisions face dès lors qu'on alignait ce type de liste. Donc ça a déjà été par exemple mon expérience. Mais là, encore une fois, on se dit, ok, c'est un beau cadeau,
mais est-ce qu'ils en ont pas un peu trop fait? Parce que là, c'est simple, vos marcheurs custodes, vous leur ajoutez 2 de move, vous ajoutez 1 à leur jet d'advance et de charge, et vous avez un stratagème qui va vous donner accès à l'advance et charge. Donc on se dit, ah ouais, ok. En gros, on est passé d'escargot à lapin en rut, et on se dit, putain, est-ce que c'est pas un peu trop? Parce que là, typiquement, le détachement, il vous encourage à jouer quoi? Bah allez, au moins 6 Dreadnought, hein, je pense. Moi, j'imagine bien, voilà, un Télémon avec 4 Contemptors, hein, au minima. À minima, ça va être super cool, quoi, de jouer ça. Là, on est vraiment sur une armée de rêve, à mon sens. Et j'ai bien envie de m'y coller. Moi, pour l'instant, mon effectif, c'est un Télémon et 2 Contemptors. Putain, j'en rajouterais bien 2, hein, de Contemptors. Elles sont tellement stylées, ces filles. On a clairement envie de les jouer. Mais bon, ce n'est pas tout, hein, parce que le détachement s'adresse plus globalement aux véhicules. Donc, ces véhicules, ils vont avoir un OC amélioré avec tous leurs points de vie. Dès lors qu'ils vont être un petit peu abîmés, ils vont reroll les jets de touche de 1. Donc ça tombe bien, il touche à 2. Donc là, évidemment, on pense à ce Caladus qui est une menace anti-char extrême. C'est peut-être l'anti-char le plus puissant du jeu. Bah ouais, désormais, il va toucher à 2, reroll des 1. Donc là, paye ta stabilité. Quoi qu'il y ait en face, ça va chier. Et ensuite, il a une reroll des blesses parce qu'il est jumelé. Vous voyez, encore une fois, n'est-ce pas un petit peu trop tout ça? Ça devient vraiment assez tendu. Et dès lors que vos véhicules passent en dessous de la moitié de leur PV, là, ils reroll les 1 à la touche et à la blesse. Donc c'est vrai, en côté règle de détachement, c'est pas rien. Et donc tous les bonus pour les Dreadnought dont je vous ai parlé. Et cerise sur le gâteau, ces Dreadnought, vous allez pouvoir en choisir jusqu'à 2 pour devenir des personnages. Alors ça, c'est génial. Un capitaine, voilà, vous pouvez faire un capitaine Télémon. D'ailleurs, c'est exactement ce que je vais faire, hein, je pense. Et donc, naturellement, ça vous donne accès à des améliorations. Parmi ces améliorations, on va trouver par exemple un Feel No Pain à 5. Donc là, c'est quand même très très chaud. Vous allez pouvoir même lui donner un petit rôle de totem. Donc on va retrouver une reroll des hits de 1 en aura autour de ce marcheur personnage. Bref, c'est absolument très cool, hein. Et donc, du côté list building, là c'est simple. On imagine du coup un capitaine Télémon accompagné de 2 contemptors de chaque type, et le tout appuyé par exemple par 2 Caladus, donc un anti-infanterie, un anti-char. Ne jouez pas 2 anti-chars là, parce que là pour l'ennemi ça devient vraiment affreux. En tout cas, c'est ce qui a gagné les championnats du monde, hein, donc ça vous donne une idée du truc. Et pourquoi pas utiliser ce gros transport custodes qui est le Coronus. Donc un Coronus, c'est un énorme tank. Moi, j'adore la figurine, elle est trop stylée. Donc un énorme tank qui va pouvoir embarquer jusqu'à 8 guerriers custos. Donc là, franchement, l'idée de liste, elle est toute trouvée, hein. C'est ce Coronus qui embarque 2 escouades de gardes custodiens. Pour ajouter l'infanterie, on va jouer, pourquoi pas, un pack de Wardens accompagné du capitaine qui va pouvoir faire des frappes en profondeur. Pourquoi pas quelques Venatari pour faire un peu de position, de contrôle map, de réaction. Et également des motos custodes, parce que dans ce détachement, on va trouver la même mécanique que pour les Necrons. C'est que vos véhicules où vos unités montées vont pouvoir traverser les murs. Donc là, tout de suite, ça rend les motos beaucoup plus sexy qu'avant. Ça va permettre à vos Dreadnought de faire des charges à travers les décors. Bref, en gros, ce détachement, il paraît assez redoutable, exactement comme celui du guerrier Nécron. Donc tout ça, je pense que ça passera peut-être par un petit rééquilibrage en points. En tout cas, là, on parle d'une liste de rêves et je ne pensais plus du tout toucher mes custodes en termes d'achat de figurines. Mais putain, l'armée custodes Dreadnought, waouh, ça fait envie, hein, franchement, ça fait envie. Donc là, mon effectif de 3 Dreadnought, j'ai bien envie de le pousser à 5. Mon Caladus, pourquoi pas lui ajouter un petit frangin dans sa version anti-infanterie. Et pourquoi pas ajouter un gros Coronus qui va transporter 2 escouades de garde. Franchement, l'armée, elle vend du rêve. Enfin, moi, ça me vend du rêve, hein, une armée de blindés custos.
c'est tout à fait stylé, quoi. Et ces Dreadnought, voilà, moi, j'ai toujours le coup de cœur intégral pour ces unités-là. Tout ça est super bien. Donc, exactement le même constat que pour le détachement guerrier Necron. Je trouve le truc très bien écrit. Je trouve le truc très fun. Mais néanmoins, on a un petit peu peur de la puissance que ça peut donner sur table. Donc, ça, bien, rendez-vous à la modification des coups en point ou la data slate. Peut-être des choses vont changer. Mais en tout cas, là, sur le papier, ce détachement, malgré tout le fun qu'il semble procurer, fait quand même un petit peu peur. On a vraiment accès à beaucoup de choses. C'est comme le détachement Necron. On a accès à du moins un bless. On a accès aussi à d'autres mécaniques de projection accrues avec vos marcheurs. Donc, par exemple, un piling de D3 plus 3. Ça peut vraiment être terrible, quoi, hein. Pourquoi pas? En tout cas, moi, l'armée, là, elle me fait envie. C'est juste que je vais pas acheter du Forge World, hein, évidemment, on va pas se mentir. Là, les unités que je vous ai énumérées, il doit y en avoir pour 1 200 €. Mais en tout cas, je ne perds pas d'esprit que l'Horus Hérésie et son renouvellement de gamme continue. Pourquoi pas? Bientôt, ce sera peut-être le tour des Custodes et pourquoi pas la refonte de toute leur gamme de véhicules et de marcheurs en plastique. Alors là, si tel est le cas, naturellement, je signe tout de suite et je prendrai de quoi jouer cette host Custodes solaire qui m'a l'air tout simplement excellent. Dans la foulée, Game Workshop nous a également livré la nouvelle version de l'index Deathwatch. Alors cet index Deathwatch, honnêtement, à la lecture, on demeure en terrain connu. Je ne vais pas en parler longuement parce que je vous ai dit, je vais probablement faire une émission Deathwatch dans les semaines à venir. En tout cas, cet index, il honore toutes ses promesses. C'est-à-dire qu'on trouve une version réactualisé de l'ancien index, donc avec à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire cette adaptation stratégique, donc ce système de doctrine un peu amélioré, un peu anti-xéno, et le recours à différents types de munitions qui s'incarnent dans des stratagèmes. Donc franchement, le truc est très sympa, la Deathwatch redevient enfin jouable, et la petite originalité, c'est qu'on a des nouvelles kill teams qui vont intégrer plusieurs types d'armures. Et là, on va parler de projets modélisme assez cool, quoi. C'est que vous allez avoir des unités dans laquelle vous allez trouver des armures aggressors, des armures inceptors combinées à d'autres types d'armures et d'unités. Donc là, on est sur un projet modélisme très cool. On trouve même une unité spéciale avec des armures Phobos. Bref, un index Deathwatch qui, franchement, répond à toutes les attentes. Je pense que les joueurs vont être contents de le retrouver. Et pour ma part, eh bien, ça me sauce et j'ai envie d'en parler plus longuement. Donc, see you later, Deathwatch. Je reviendrai vers toi en temps voulu. Ensuite, Game Workshop nous a ressorti des détachements spéciaux pour les IK et les RK. Et là, encore, merci beaucoup Game Workshop pour ce que vous avez fait. Parce que moi, les IK et les RK, c'est simple, je trouve que c'est la faction la plus chiante du jeu. J'ai horreur de ça. J'ai horreur d'affronter de l'IK et du RK. J'ai horreur d'affronter des armées qui regroupent deux datasheets différentes. Ça me gonfle. Les phases de tir sont toutes les mêmes. Les stratagèmes sont toujours les mêmes. Chaque phase, le mec, il va te faire sa réorientation des boucliers pour avoir une vue à 4. Les rerolls, il y en a partout. Et dès lors qu'on affronte des listes un petit peu optimisées, là c'est simple, vous allez trouver un gros et 14 petits. Mais là, quel enfer, quel enfer. En face de vous, vous avez 14 fois la même datasheet. Mais moi, je me fais chier à crever en affrontant de l'IK et du RK. Tu passes toute la bataille à le blesser sur du 5 ou du 6. C'est chiant comme la pluie. Moi, à vrai dire, cette faction, je trouve qu'elle n'aurait jamais dû exister en tant que faction à part entière. Pour moi, une armée de chevaliers, eh bien, c'est des chevaliers, c'est-à-dire que c'est des héros
accompagnés de leur suite, de leurs servants, de leurs écuyers, de leurs disciples d'équipe qui sont en charge de leur maintenance, voilà, qui leur lubrifient les orteils, quoi, tu vois? Bah non, l'armée IK sous sa forme actuelle, c'est juste 2 pauvres datasheets, voilà, qui ça induit en fait une redondance extrême dans le jeu. Vous avez l'impression que chaque tour est le même que le suivant et le précédent. C'est franchement assez pénible, quoi. Bien néanmoins, la Game Workshop, bah, encore une fois, il me fait un beau cadeau parce qu'il va réinventer justement ses armées de chevaliers avec bien des servants, avec une suite. Et là, ça s'incarne sous différentes manières. Donc, je vais pas faire le tour des règles, mais du côté impérial, eh bien, vos chevaliers vont être suivis par l'Adeptus Mechanicus, donc il va s'incarner sur table à hauteur de 25% de votre total de points. Donc, c'est-à-dire quand vous jouez en incursion à 2000 points, vous avez droit à 500 points d'Adeptus Mechanicus. Et idem du côté du chaos, où là, ça va plutôt s'incarner sous la forme de cultistes. Et ça, putain, mais en termes de modélisme, ça peut vous donner potentiellement des armées de toute beauté. C'est-à-dire, on va mélanger les gros, les petits IK, on va aligner plein de personnages et de troupes de base de l'Adeptus Mechanicus, et ces unités, eh bien, vont se synergiser l'une l'autre. C'est tout à fait cool. Et à vrai dire, c'est exactement le même constat du côté de celui du chaos, qui objectivement est un petit peu mieux écrit, je trouve. On trouve plus l'esprit vraiment chaotique dans ce détachement, tandis que du côté impérial, c'est un petit peu timide. Disons que les interactions qu'il y a entre vos robots et vos adeptes de l'Omnimécie, parfois elles paraissent un petit peu faiblardes. En tout cas, là, je pense qu'en termes de puissance, la comparaison avec l'index précédent est plutôt lourde. Je pense qu'on perd globalement en puissance, mais franchement, tant mieux, quoi, parce qu'une armée d'IK, je veux dire, même si vous partez sur un profil d'IK non optimisé, mais regardez la datasheet du gars, honnêtement, il fait déjà très peur. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'être optimisé? Est-ce qu'un Knight Crusader a besoin d'être optimisé? Tellement le mec délivre une patate de tir absolument innommable. Bref, moi en tout cas, pour un détachement IK, là je trouve on parle vraiment d'un truc qui visuellement est vraiment ce que devrait être une armée de chevaliers. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'on a désormais accès aux agents de l'Imperium. Vous trouverez le codex review de l'agent de l'Imperium dans quelques jours. En tout cas, ces agents de l'Imperium, ils vont pouvoir vous permettre d'enrichir encore cette liste-là. C'est-à-dire que votre liste IK plus Adeptus Mechanicus, vous allez pouvoir leur fournir les services de l'Adeptus Arbites, de l'Adeptas Sororitas, d'une phalange de sapeurs de la marine impériale ou d'assassins. Bref, là, on commence à parler d'une liste Imperium un peu en mode All-Star Band. C'est que vous allez trouver tous les trucs les plus iconiques d'une armée de l'Imperium. Et là, je pense qu'on parle vraiment de projet modélisme peinture excellent. Et qui plus est, en termes de gameplay, eh bien, ces petits détachements vous offrent des règles tout à fait exploitables. Moi, honnêtement, là, de tout ce que j'ai pu lire, de toute manière, tout est très jouable. Il y a des choses différentes en termes de puissance. Là, je pense que franchement, le détachement chaotique me paraît plus puissant que le détachement loyaliste. Je peux me tromper, hein, honnêtement, là, j'ai pas poussé plus en avant mes recherches. Mais en tout cas, c'est très cool. En tout cas, c'est très cool. Moi, vraiment, c'est comme ça que je vois une armée de chevaliers. C'est comme ça que j'ai envie de l'affronter. En tout cas, ne venez pas chez moi à me présenter des listes avec 14 petits. J'en ai rien à foutre. Je veux même pas essayer. C'est l'ennui le plus profond. C'est chiant comme tout. En plus, bon, il y a quelques rumeurs sur les règles IK qui devraient changer. Par exemple, les gros IK passeraient à endurance 11. Donc, l'ouverture à une endurance 11, ça rendrait les choses bien moins unilatérales que par le passé. Par le passé, dès que vous jouez une marée d'infanterie, les gros IK, vous ne les blesserez que sur du 6. Baisser l'endurance,
pour faciliter l'accès à la blesse de la part de l'infanterie et éventuellement les baisser en points. Bref, je pense que le gameplay IK, enfin le gameplay gros robot pour résumer, va changer un petit peu et je pense qu'il faut attendre vraiment la data slate et les coups en points pour porter un jugement définitif sur ces sur ces nouveaux détachements. En tout cas, dans l'esprit, je les trouve absolument excellents. C'est ça que j'ai envie de voir sur table, quoi. Réellement, une vraie armée de l'Imperium, quoi. Des chevaliers accompagnés par tout un tas de serviteurs, de soldats, de suites, d'écuyers. Ouais, là ça me sauce, quoi. Là ça me sauce et j'ai envie d'affronter de l'IK. En tout cas, c'est vraiment très très cool. Et pour finir cette émission, parlons d'un petit détachement un petit peu gogol qui va être le Veil Blade Elimination Force. C'est tout simplement un détachement qui fait la part belle aux assassins. Donc c'est un détachement de plus pour le codex agent de l'Imperium, mais à vrai dire, en lisant les règles, on se dit mais putain, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? En tout cas, moi ça m'a fait rire. C'est que vos assassins, en général, ils ont accès à une habileté une fois par bataille. Ben là, c'est simple, vous allez pouvoir leur donner 2 fois. Donc on parle d'habileté, mais extrêmement impactante. En gros, par exemple, un Vindicar, quand il tire, il tue. Il n'y a pas d'enjeu, hein, vraiment. Il n'y a vraiment pas d'enjeu. Et du coup, ce détachement vous propose des assassins, mais complètement insane, qui vont avoir accès en plus à des améliorations qui les rendent mais débilement forts, des améliorations qui sont tarifées à peu près 40 points. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. En gros, là, le but, c'est d'aligner les 4 assassins différents, avec pourquoi pas quelques cohortes du codex agent de l'Imperium, mais on ne sait absolument pas quoi faire de ce détachement. Je pense que c'est un détachement fun. En tout cas, les assassins, eux, fun, ils ne sont pas du tout. Hein, là, les mecs, ils sont pas du tout rigolos. Bref, je ne sais pas trop en quoi en penser de ce détachement. Je vous en reparlerai peut-être plus tard. Je ne l'ai lu qu'en diagonale pour l'instant. Ça mérite peut-être d'y revenir. En tout cas, mais quand vous regardez ce dont un Eversor est capable dans ce détachement, c'est juste du LOL intégral, quoi. Voilà, vraiment, on est sur un truc proprement prodigieux d'agressivité. C'est assez rigolo. Bref, bah écoutez, c'est terminé pour cette première salve du calendrier de l'Avent. Bah, comme on a pu le voir, c'est plutôt positif tout ça. Il y a quelques inquiétudes qui règnent par rapport à la puissance globale de certains détachements, mais comme je vous l'ai dit, les choses sont à remettre dans leur contexte. Et le contexte actuel, il est que on n'a pas encore toutes les clés en main pour pleinement apprécier la puissance potentielle de tel ou tel détachement. Donc le point noir pour moi, c'est le détachement Tyrannide, qui pour moi n'a absolument aucun intérêt. Les détachements cool, franchement, ils sont nombreux, hein. Le détachement Necron, le Custo, la Death Guard qui demeure mon grand chouchou, l'index Deathwatch qui est vraiment à la hauteur des attentes. Bref, les armées IK qui changent de visage, tout ceci est franchement positif. Game Workshop, là, il nous offre vraiment beaucoup. Et donc, si ça peut faire peur aux joueurs les plus casus d'entre vous, bah, gardez à l'esprit que c'est juste un détachement par armée. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Ça va bien se passer, ne vous en faites pas. En tout cas, là, ce que je vois, moi, entre les lignes, c'est beaucoup de nouvelles manières de jouer et donc de plaisir de jouer. Et c'est vraiment très sympa qu'on relance un peu l'intérêt déclinant, je trouve, de cette V10. Durant ces derniers mois, la V10 avait tendance un peu à faire du surplace, à tourner en rond. Bah là, on trouve de nouvelles manières de jouer. C'est tout simplement sympa. Je vous dis à plus tard pour un nouveau rendez-vous de l'Avent. Hein. Tout peut arriver. Un Game Workshop semble être capable de tout durant cette période et c'est bien cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, on couvrira la suite en temps voulu. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette petite gazette hors série vous aura plu. Je vous dis à plus tard sur Rural Hammer. N'hésitez pas à me retrouver sur le Discord et sur Instagram, Brother Maxou Painting. Ciao tout le monde, portez-vous bien.